Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Confidente. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir quelqu'un qui incarne plus que jamais, et moi je trouve plus que quiconque, ce que la confiance en soi pourrait être. Et on va voir ça avec elle. J'ai la chance, moi, d'habiter face à un fleuriste, c'est important de le noter, de voir par la fenêtre de mon salon tous les jours des fleurs. Des fleurs qui changent selon les saisons, des compositions qui épousent les fêtes du moment, d'observer comme ça des gens qui rentrent, jamais de manière anecdotique, avec l'intention de fêter quelque chose, en tout cas de marquer quelque chose, et de les regarder en ressortir un peu différents. Et je pense très souvent à mon invité, à son histoire, à comment la vie peut basculer un jour en allant acheter des fleurs, à comment la vie est faite réellement de roses et d'épines. D'Épine, elle en sait quelque chose. Le 27 octobre 2018, à 27 ans, elle se fait faucher par un monsieur qui perd le contrôle de son véhicule et elle perd sa jambe, elle perd son insouciance, sa vie d'avant. Elle perd beaucoup, mais elle repense très vite à gagner, à regagner du terrain sur un terrain de tennis, tiens, et aller jusqu'aux Jeux paralympiques de Paris en 2024. Et même si elle dit souvent qu'elle n'a pas eu le choix que de se battre, que d'avancer, je crois que si on ne choisit pas les choses terribles qui nous arrivent, on choisit quand même les choses terriblement puissantes qu'on en fait. Devenir la numéro 1 française de tennis fauteuil, s'armer de combat pour que son drame cesse de se répéter, devenir maman, rester debout et peut-être même plus debout que jamais, même en déséquilibre, et toucher son étoile. Alors avec elle aujourd'hui, j'aimerais parler de la confiance en soi à l'aune évidemment de l'accident tragique qu'elle a vécu, de l'handicap, pardon, j'en perds les mots, mais pas que, de la confiance à la lumière du sport, de ses rêves vertigineux, de la maternité, de son combat pour la sécurité routière, de ses prochains objectifs, aussi vifs et impétueux que ses coups droits. Parce qu'après les coups qu'elle a pris aujourd'hui, il faut savoir qu'elle les rend, et elle les rend très fort. Bienvenue Pauline Desroulettes. Bonjour Julia. Quelle intro. Waouh. Voilà. Waouh. J'ai l'impression que c'est l'histoire de quelqu'un d'autre que tu racontes, mais c'est tellement joliment dit. Ah mais c'est la tienne, et j'avais pas besoin d'embellir ou de. Elle est puissante par elle-même, ton histoire. Je voulais commencer avec une phrase, une question. Ça commence toujours comme ça. C'est est-ce que tu as confiance en toi? Et après, explique-moi le rapport même un peu là que t'as avec ce terme de la confiance en soi, avec ce concept d'avoir confiance en soi. Mais tu sais que moi, je suis une imposture, en fait. Non, la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose, je pense, et c'est super qu'on en parle ici, qui s'apprend, qui s'éduque, qui se cultive. Je pense que j'ai toujours feinté une confiance en moi qui me donnait de la force, qui me permettait d'en gagner de la confiance. Et aujourd'hui encore, c'est le cas. Tu vois, aujourd'hui, ne serait-ce que quand je porte la prothèse, qu'elle se voit, puisque c'est visible, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et je fais semblant parfois d'avoir confiance en moi, mais ça me donne confiance en moi. Donc c'est très paradoxal. Personnage. C'est ça. Je dirais que c'est ça. Et finalement, ce qui est réel, c'est que j'acquiers une forme de confiance en soi au fur et à mesure du temps qui passe. D'ailleurs, je ne suis pas la même aujourd'hui que celle que j'étais il y a 7 ans quand j'ai eu l'accident. Mais je pense qu'il faut jamais baisser sa garde pour penser à cette confiance en soi. Et que parfois il y a des coups durs qui nous cassent, Tu nous as déjà tellement de choses. Ouais. J'ai envie de réagir à ça. Non, mais j'ai trop de choses à dire. Génial. Non, mais donc tu dirais que tu as en fait une persona dans le sens que la Pauline, parce que moi je crois que quand on s'est parlé à la maison, tu portes pas ton genou, il me semble, ou tu. Non, je suis en fauteuil Ok. quand je suis chez moi le soir pour me reposer un petit peu. Ouais. Donc il y a la Pauline un peu à la maison qui se laisse tranquille et qui là peut-être accepte un peu plus sa vulnérabilité. Et tu as l'impression que en société, tu as quand même un peu une persona, un peu un alias super Pauline, ou c'est plus subtil que ça? Non, c'est à peu près ça. Et Tiffany qui vit avec moi, elle pourrait t'en parler parce que d'ailleurs parfois elle me dit voilà, moi j'ai souvent que la Pauline fatiguée qui a besoin de se ressourcer, mais parce que voilà, j'arrive à baisser ma garde heureusement le soir quand je suis avec mes proches, avec elle. Mais c'est vrai que parfois c'est fatigant d'entretenir cette force, mais qui moi me fait du bien et me nourrit. C'est assez paradoxal ce que je dis. Non, c'est très intéressant. C'est que je suis moi-même, je suis quelqu'un de très spontané, très naturel. Mais parfois, il y a des moments où il y a des jours moins bien, mais tu dois quand même faire ta vie, faire ta journée, répondre à des obligations. Et il y a une sorte d'image. Mais est-ce qu'on n'est pas tous parfois dans une sorte d'image de vitrine? Je crois plus que jamais, même avec les réseaux. Voilà. Moi, je pense que c'est important.
c'est pas grave d'être dans une sorte de vitrine, mais il faut pas oublier de parler de l'envers du décor. Et moi, c'est ce que je me suis toujours tenue à faire, à travers même tes posts, les posts des réseaux sociaux. Des voiles dans tes. Je pense que c'est important pour rester authentique en fait, parce que moi, il y a rien de, je supporte pas le manque d'authenticité. Je dirais que c'est peut-être une de mes qualités. Voilà, j'ai jamais été fake. Peut-être que parfois je suis trop naturelle, spontanée, mais voilà, je pense que il faut dire quand ça va pas. Moi, je le dis, et je ne suis pas que la Pauline souriante et confiante et qui a confiance en soi. Il y a aussi des moments où j'ai des doutes, des peurs, comme n'importe qui. C'est ça, on va se lancer dans un petit débat que tu m'as proposé en off dans quelques minutes, mais je crois qu'avoir confiance en soi, évidemment, c'est aussi accepter et s'écouter quand on va pas. La confiance en soi, c'est pas je m'adore ou c'est je m'aime, et c'est très différent. On en avait parlé, je crois, lors de notre interview il y a 1 an et demi. On confond souvent s'aimer et s'adorer. Si on s'adorait, ce serait un peu inquiétant. Non, pas too much, ce serait pas très intéressant de s'adorer, je crois, même si bon, les gens qui s'adorent et qui nous écoutent, you go girl. Mais on s'inspire de vous. On continue, mais de s'aimer, ça n'a rien de louche ou de. Mais ce que je comprends pas dans ton cas, que j'ai envie d'essayer de comprendre, c'est que toi, plus que peut-être personne, t'as plus besoin de prouver que t'es forte. On va en parler un peu, mais ton accident, comment tu t'es remise sur pied littéralement, les objectifs que tu t'es fixés, le fait que tu y sois parvenue. T'es peut-être la seule personne que je connais qui n'a peut-être pas besoin de prouver. Moi, j'ai envie de prouver que je suis forte toute la journée. Mais toi, du coup, pourquoi ce truc où en société, tu veux quand même pas être dans un fauteuil, non pas que t'aies besoin d'être dans un fauteuil, mais que t'as un peu cet orgueil que je trouve très beau, mais ça sauve l'orgueil, ça te sauve ton. Ok. Non, l'orgueil peut sauver et aussi moi, je vais essayer de répondre à ta question. Je pense que je me suis toujours sentie investie d'une mission depuis l'accident que j'ai eu, celle d'être utile aux autres. Et je me dis que, mais parfois c'est coûteux en termes d'énergie, d'attente. J'ai envie d'être à la hauteur de ceux qui m'écoutent, ceux qui comptent sur moi, ceux qui me supportent dans mon quotidien. J'ai pas envie de les décevoir. C'est d'ailleurs ce qui m'a peut-être fait défaut au dernier jeu de Paris. Il y avait ces attentes. Quelle pression. Je voulais gagner pour les autres, presque. Tu vois, pas pour moi. On va en parler. Mais c'est vrai que, voilà, moi je pense que je me tiens à être forte parce que les autres comptent sur moi. Pour tous ceux que j'appelle les oubliés, les victimes de l'ombre, qui n'ont pas forcément eu les ressources que j'ai eues, qui n'ont pas forcément l'entourage que j'ai. Et je me dois d'être forte pour eux, pour leur donner de la force. Après, c'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Et c'est fatigant comme mission. Et rien que pour ça, je dois continuer à être forte, tu vois. Oui, j'ai été forte un moment, mais je devrais l'être plus tard. Je dois être meilleure pour mes filles. Il y a plein de moments. On peut toujours être meilleur. On peut toujours être bien fort. sûr. On reviendra sur plein de choses que tu dis. Je suis beaucoup trop inspirée. En fait, déjà, avant même l'accident, parce que pareil, tu as vécu 27 ans avant d'avoir un accident et on a tendance un peu à l'oublier, mais il y a quand même un gros bloc avant. Est-ce que petite, tu avais confiance en toi? Cette force, est-ce elle se manifestait déjà, je sais pas, dans une cour de récré? Comment elle se manifestait? Alors, je pense que oui. En tout cas, j'avais un élan vital qui transpirait et qui était, je pense, contagieux. Beaucoup dans l'action. Et oui, j'avais une certaine confiance en moi, avec aussi des doutes d'enfant, j'imagine. Mais voilà, j'ai jamais. J'ai toujours osé, je pense. D'ailleurs, parfois trop, avec des risques, voilà. Mais en tout cas, j'ai jamais eu de problème de timidité ou quoi que ce soit. Non pas que ce soit un problème, d'ailleurs. C'est un trait de personnalité, peu importe. Mais c'est vrai que c'était pas la mienne. Moi, j'étais plutôt quelqu'un d'extraverti. Tourné vers les autres déjà. Ok. Ouais. Et tu dirais que tes parents ont joué un rôle là-dedans? Dans le sens, est-ce que tes parents, maintenant que toi, t'es devenue maman, et on va également parler de ça, de tes 2 petites filles, est-ce que t'as l'impression qu'ils t'ont transmis quelque chose, ou ils ont fait quelque chose qui t'a un peu permis cette fougue ou cet enthousiasme? C'est une très bonne question, parce que effectivement, les parents jouent un rôle dans la confiance en soi, et moi, je le découvre en tant que maman. Ça doit être fou. Waouh, la responsabilité que c'est. Et si rétrospectivement, je pense que mes parents m'ont donné beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Moi, j'ai quand même toujours été privilégiée dans un climat serein. Et ma mère, c'est la maman qui me dit je t'aime tous les jours. Mon père aussi, et qui m'a transmis l'amour du sport notamment. Et donc on a pu partager ça ensemble. Et voilà, moi j'ai vraiment le souvenir d'une enfance heureuse. Avec ses hauts et ses bas comme tout le monde, mais avec des parents qui
qui étaient et sont d'ailleurs toujours aimants. Et ça, je pense que ça aide énormément. Et même, voilà, moi j'ai des frères et sœurs, entre la fratrie, l'amour qu'il y a entre les frères et sœurs. Aujourd'hui, on peut compter les uns sur les autres. Et j'ai dû compter et ils ont été très présents pendant l'accident. Et ça, c'est hyper important. Mais ça se construit effectivement au moment de l'enfance. Et là-dessus, moi, j'ai quand même eu beaucoup de chance. Oui, c'est ça qui est compliqué avec la confiance en soi. C'est qu'en même temps, on n'est pas tous égaux. C'est ça, c'est qu'en même temps, moi, qui apprends la confiance en soi en tant que coach, il y a une part que j'ai construite et dont je peux, j'imagine, être fière. Mais en fait, quand t'as grandi avec des bases solides, tu dois aussi rester un peu modeste face à ta confiance en soi, parce qu'évidemment, quand tu grandis avec des bases solides, c'est pas. Mais d'ailleurs, c'est encore plus dur quand justement tu n'as pas ces bases et que tu apprends à avoir confiance en toi par toi-même. Moi, j'ai un immense respect pour ce qui arrive. Très dur. C'est pour ça qu'il faut pas être orgueilleux dans sa confiance en soi, parce que c'est aussi un cadeau qu'on peut recevoir de notre famille. Mais donc toi, tu as l'impression d'avoir grandi en regardant des parents, genre ta maman, elle t'a appris quelque chose, évidemment, que ça se négocie, mais où elle était gentille avec elle-même. Tu as vu une femme qui... parce qu'il y a des femmes qui, je sais pas, grandissent avec des mères toujours au régime, à se détester, à critiquer les autres femmes ou à beaucoup s'insulter devant le miroir. Est-ce que toi, tu dirais que t'as évolué ou t'as fait tes premiers pas en voyant des gens qui, évidemment, s'aimaient pas tous les jours, mais qui essayaient d'avoir un rapport gentil avec eux-mêmes? Totalement. Je pense que tu as dit un mot important. Moi, je dis bienveillant, mais gentil, c'est finalement, ça veut dire la même chose. Effectivement, que ce soit ma mère ou mon père, je les ai toujours sentis alignés, en fait, avec eux-mêmes, avec ce qu'ils étaient, avec leurs qualités, leurs défauts. Parfois, ça matchait pas forcément, mais voilà, ils étaient OK sur ce qu'ils construisaient avec nous, ce qu'ils transmettaient à leurs enfants. Et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose que tu ressens sans l'expliquer quand t'es gamin. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Et voilà, si j'en parle aujourd'hui, encore une fois, avec mes frères et sœurs, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et on n'a pas manqué de cette bienveillance-là, de ce côté gentil, humble aussi. Voilà. Et ça, c'est précieux d'avoir reçu ça, je pense. Complètement. Et en off, avant qu'on commence, tu me parlais du lien entre la confiance en soi et l'estime de soi. Du coup, je suis intéressée de savoir. Gros débat, ça. Gros débat. Je pense, hein. Asseyez-vous bien, il y a un gros débat qui s'annonce. Explique-moi comment tu articulerais ces deux choses, selon toi. Moi, je m'interpelle sur le fait, est-ce qu'on peut avoir réellement confiance en soi quand on a un manque d'estime de soi? Donc, moi, je pense pas. Vous avez 3 heures. On attend vos copies sur nos bureaux lundi. Toi, t'en penses quoi? Je pense qu'on parlait des bases. Je pense que ça peut être bancal parce que l'estime de soi, elle est directement reliée à l'interprétation qu'on va en faire, à savoir la confiance en soi. Si on a une estime très moyenne de soi-même, ça va être difficile d'avoir confiance en soi, ou alors on va faire semblant tout le temps, mais à un moment donné, on va être démasqué. Et je pense que ça sonnera toujours creux, cette confiance en soi. En fait, moi, je crois que l'estime, c'est le socle de la confiance. Et pour moi, c'est très facile d'apprendre la confiance en soi. C'est ce que je fais avec beaucoup de gens, parce que c'est un peu le vernis. Mais tu peux pas apprendre, je crois, malheureusement, Dieu sait que j'aimerais apprendre l'estime, parce que je pense que c'est quelque chose qui tisse sa toile pendant toute ton enfance. Construit, c'est ça. Donc on peut inspirer, aider des gens à avoir plus d'estime envers eux-mêmes. Et je sais pas si c'est aussi vraiment la confiance. Il y a des choses concrètes à faire. L'estime, c'est une vraie relation avec toi-même. Mais je suis d'accord avec toi. En fait, c'est plus profond. Est-ce que toi, t'aurais à nos auditeurs, s'il y avait un truc que tu pourrais conseiller pour avoir une meilleure estime de soi-même, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? Mais moi, je pense qu'il faut beaucoup de bienveillance. Honnêtement, chacun d'entre nous, on est unique. On est différents et la différence, elle est belle, quoi qu'il arrive. Moi, je sais de quoi je parle. J'ai une prothèse, je trouve encore ça moche aujourd'hui, mais je me dis tous les jours, la différence, elle peut être belle et il faut se le dire. Il faut se regarder dans une glace, faut prendre soin de soi. Donc faire du sport, par exemple. Mais je pense que chacun a ses armes pour se faire du bien, mais commencer par avoir un discours interne très bienveillant. Genre, c'est ce qu'on apprend. Moi, c'est ce que j'apprends aussi encore tous les jours. Quand je suis sur un terrain de tennis, que je joue trop mal et que j'ai envie de casser ma raquette, je le fais pas et j'essaye de redevenir à quelque chose de plus calme, serein, me parler bien. Donc se parler à soi-même bien, je pense que c'est la première des choses. Ce langage interne, ce discours-là interne, il est très important et il faut encore une fois le cultiver tous les jours. Parce que y a des jours où c'est plus difficile de dire je suis quelqu'un de bien. Voilà. Mais il faut toujours avoir un espace de pensée
sur ce sujet-là, ce petit moment avec soi-même et se dire bah ouais, je suis quelqu'un qui a de la valeur en fait. Ouais, c'est vraiment le mot de ouais, j'ai de la valeur, c'est très Ouais, fort de se je dire pense. ça. Ouais, en fait, faut pas avoir peur de se corriger. Moi, quand je sais pas toi, mais quand je suis face à une amie qui dit, je sais pas, qui dit, ah, je suis trop moche aujourd'hui, je la corrige. Ce serait très bizarre d'être face à Et une c'est amie. d'ailleurs pour ça qu'on donne toujours des meilleurs conseils Bah oui, pour les autres que pour soi-même. mais en fait, ça paraît très cliché ce que je dis là, mais d'être vraiment ami avec soi-même. Mais c'est un ouais, vrai c'est ça. travail C'est un de vrai se corriger parce que évidemment qu'il y a des jours où tu te dis, mais qu'est-ce que je suis laide aujourd'hui ou qu'est-ce que j'ai fait mais il faut se corriger. C'est pas grave de le penser, mais il faut tout de suite attraper la Exactement, pensée. faut switcher tout de suite. Faut switcher parce que sinon, c'est vraiment toxique. Donc, par exemple, si on prend un cas pratique après les JO là, tu as été très méchante avec. Peut-être explique-nous un peu pour les auditeurs qui n'auraient pas les faits. Alors, nous ce qui s'est passé concrètement. Les faits, c'est que je préparais donc ces Jeux paralympiques. L'objectif premier, c'était d'y être. Voilà, Déjà, parce fou. que 4 ans et demi avant, j'étais sur mon lit d'hôpital et l'accident venait de se produire. J'avais perdu ma jambe. Donc, je voulais faire les Jeux paralympiques et très rapidement, en fait, ça s'est transformé en je veux faire une médaille. Parce que moi, je fonctionne comme ça et si c'était à refaire, je le referais. J'ai de l'ambition. Je pense qu'il faut pas avoir peur d'afficher son ambition, même si en France c'est compliqué. Oui, on peut en parler aussi. Mais voilà, il faut. C'est une façon aussi d'affirmer son objectif, de s'affirmer soi-même. T'étais comme ça avant l'accident, très ambitieuse. Ouais, je pense. Genre en Fonctionner avec des objectifs. J'ai toujours eu besoin d'avoir un moteur, de me dire je vais faire ci, je vais faire ça, même si ça va être très dur. Bon, là, les Jeux paralympiques, la jambe arrachée sur le papier, c'était compliqué, mais fascinant. mais à la hauteur du personnage. Mais en même temps, voilà. Et donc, j'ai mis la barre encore plus haut. Je veux faire une médaille. Les Jeux arrivent et c'est extraordinaire d'y être. Et que, bien sûr, c'est un moment magique que je vis où je me refais le film de ces dernières années où je pensais pas y être. Et ça se passe pas comme prévu parce que je tombe sur une fille très forte qui joue depuis beaucoup plus longtemps que moi. Et quelque part, avec le recul, c'est une belle leçon que j'ai prise. C'est quoi la leçon, tu dirais? La leçon, c'est que tu peux pas rattraper un temps. Tu peux pas rattraper 15 ans en 4 ans. Oui, si je puis dire. Un de tes mantras, c'est plus le time, mais parfois il faut du time. Parfois, t'es rattrapé par la patte. T'es rattrapé par le time. Tu vas prendre le temps. T'es très impatiente. Ouais, mais cette impatience, elle m'a sauvée aussi. Oui. Elle m'a fait aller vite, Bien tu vois. sûr. Mais là, pour le coup, voilà, j'avais une fille qui joue depuis qu'elle a moins de 10 ans au tennis fauteuil. Moi, ça faisait 4 ans et demi, 5 ans. À un moment donné, il y a une logique qui est respectée, une expérience aussi de son côté. Et donc, elle a été très forte. Moi, j'ai été peut-être spectatrice de cet événement. J'ai pas joué mon meilleur tennis du tout. Donc, ça a été une grande déception. Et pour répondre à ta question, comment je me suis parlée après ça, en fait, je pense que c'est là où j'ai quand même été assez forte, mais bien entourée. Sinon, tout seul, c'est très compliqué. C'est que j'ai accusé le coup, mais tout de suite avec beaucoup de personnes autour de moi. Et en fait, c'est les autres qui m'ont tout de suite donné envie de leur dire, OK les gars, rendez-vous à Los Angeles. En fait, j'adore en 2020. Ça va être une toujours rendez-vous tous les 4 ans. On va te retrouver. Et en fait, quand tu verbalises les choses, moi je fonctionne comme ça. Moi, quand je l'ai dit, il y avait 200 personnes devant moi qui, en fait, j'avais l'impression qu'ils attendaient quelque chose de moi. Ouais. Je sortais du cours, j'ai les larmes encore qui coulaient de déception et voilà, ils étaient là, ils attendaient. Bon, rendez-vous en 2028. Enfin, c'était assez normal finalement. Sauf que quand je l'ai verbalisé, je leur dis à eux, mais je le dis à moi-même. Ah ouais. Tu vois. Et le fait de l'entendre, derrière, tu switches. Et moi, très sincèrement, les Jeux, ça m'a pris 2 jours vraiment pour digérer. Et j'étais déjà tournée vers la suite, en fait. Et heureusement, j'avais préparé la suite parce que ça aussi, ça peut être vertigineux. J'imagine. Quand tout s'arrête. Le vide. On a beaucoup parlé, des médaillés même qui se sont vraiment écroulés après les Jeux parce que c'est dur, quoi, de vivre autant d'émotions. Moi, peut-être que ça m'a sauvée de ne pas avoir eu le résultat que je m'étais fixé pour tout de suite embrayer sur un prochain objectif et de vouloir faire mieux. De cette fameuse phrase que je déteste, que j'ai toujours détestée, je ne perds pas, j'apprends. Là, peut-être que c'est finalement ça qui s'est passé. J'ai perdu, mais je vais apprendre et j'ai appris beaucoup de choses des Jeux. Et si tu avais chopé cette médaille, tu penses que tu serais pas forcément allée à LA en 2027 ? On le saura pas. Incapable de répondre à cette question parce que je m'étais fait tous les scénarios avant les Jeux. Okay. C'est comme ça aussi que je me suis préparée et honnêtement je m'étais dit si j'ai la médaille
peut-être finir là-dessus, voilà. Mais sauf que je pense que très sincèrement, avec la personnalité que j'ai, j'aurais pas pu m'arrêter là. Donc finalement, donc voilà, c'était bien écrit. C'était bien écrit. Et tu penses du coup que la pression, comme tu disais tout à l'heure, c'est ce qu'il y a aussi, au-delà du fait donc il y a un peu de leçon dans le sens qu'elle elle avait plus d'expérience et c'est bien de se rappeler ça. Mais aussi, tu penses que cette pression t'a vraiment rendu fébrile sur le cours? Alors moi, j'appelle pas ça la pression, c'est vraiment les attentes. Les attentes, parce que, alors oui, finalement, c'est la même chose. Hein, il y a une sorte de pression au niveau des attentes. Oui, parce que j'ai justement affiché cette ambition depuis longtemps. C'était vraiment l'objectif que je m'étais fixé. J'y croyais. Je m'étais entraînée pour. Mais voilà, quand t'es sur le central de Roland, qui a tout un stade entier qui scande ton nom et tu sens ce poids en fait avec le maillot, parce que moi je suis très sensible à ça, voilà, jouer pour mon pays, etc. Bah tu te fais submerger. En fait, c'était beaucoup pour des premiers jeux. De toute façon, tu te prends une claque, ça tout le monde me l'a dit. Et c'est vrai que j'ai peut-être trop savouré aussi ce moment. Le sensationnalisme un peu. Le fait d'y être, je suis rentrée debout, c'était beaucoup, il y avait beaucoup d'émotions, un mélange d'émotions et en oubliant finalement l'enjeu. Le vrai enjeu, c'était de gagner un match de tennis. Oui. Une fille en plus qui a été très forte ce jour-là, mais que j'avais déjà battu. On sait qu'au tennis tout peut arriver. Déjà battu. Ouais. Oui. Après voilà, c'est le tennis, hein, tu perds, tu gagnes, mais c'est vrai que ouais, je pense que je manquais d'expérience. Je pense que je me suis fait submerger par les émotions. Et les attentes. Et les attentes. Mais, encore une fois, et je l'ai dit assez rapidement, je suis contente d'avoir vécu ça. Justement pour en tirer plein de leçons. Et je te jure, c'est un truc de malade, mais quelques semaines après, quand j'ai repris l'entraînement après les Jeux, j'étais déjà différente. J'avais switché, j'étais plus la même. J'étais devenue plus professionnelle, plus voilà. C'était un palier en fait, comme un jeu vidéo. Ouais. Et moi, je crois beaucoup aux signes, je crois beaucoup au destin, encore plus avec ce qui m'est arrivé. Et comme tu as dit quelque chose de très important, c'était écrit. Ça devait se passer comme ça. Et finalement, ça m'a beaucoup servi. Et aujourd'hui encore, bah voilà, je me sens meilleure et j'ai hâte de vivre les prochains Jeux dans 3 ans à Los Angeles, qui seront différents. Ah, on a hâte. On te mettra moins la pression, mais on sera là. Mais j'ai plein de questions par rapport à ce que tu viens de dire. Une de mes questions que j'avais préparées, c'est justement, je la trouvais très maladroite, mais du coup tu me rassures. Est-ce qu'on peut croire au destin quand on vit quelque chose de si moche que... Parce que évidemment, moi, ça m'aide de me dire que tout est écrit. Moi, j'ai l'impression que toutes mes journées sont écrites. Que là-dessus, on n'est pas... Non, mais moi, je vois des signes dans des pigeons toute la journée. Mais quand on a vécu un drame, est-ce que c'est pas relou les gens qui disent que tout est écrit? Parce que toi, pourquoi ce serait écrit qu'on t'arrache ta jambe? C'est une bonne question. Je pense que moi, je me le suis dit au début parce que ça me rassurait. Okay. De me raccrocher à quelque chose. Ok, en fait, ça arrivait parce que c'était mon destin. C'était écrit, ça devait se passer comme ça. Et puis au fur et à mesure, quand je vois tout ce que j'ai vécu derrière, ce que ça m'a appris sur moi-même, ce que ça m'apprend encore sur moi-même, le bon comme le mauvais, bah, quelque part, oui, il y a une sorte de fatalité que j'ai acceptée. Donc ça répond à ce que tu me demandes. Je pense vraiment qu'on a tous une destinée, un destin, une mission de vie, exactement, plusieurs même. En tout cas, on est là pour quelque chose. Okay. Et moi, cet accident, il m'a peut-être fait voir que ce besoin d'être utile, d'être tourné vers les autres, d'aider les autres, bah, il faut que je le vive, que je l'expérimente. Alors après, il s'est passé cet accident, il aurait pu se passer autre chose pour que je m'en rende compte. Mais surtout, je suis très fataliste maintenant. C'est-à-dire que je regarde pas dans le rétro. C'est arrivé, c'était écrit. Voilà. Donc la suite, c'est à moi de l'écrire. Et cette fameuse notion de mission, moi, je suis assez d'accord en fait. On en a tous une. Et Dieu sait que ce côté de transmission, j'ai l'impression que ça s'accélère chaque semaine quand je regarde tes réseaux sociaux. T'es porté. J'ai l'impression que t'es partout. Tu veux transmettre à plein d'égards. Tu veux quoi? Je vois que tu transmets plein de choses, mais si tu devais le mettre avec tes mots aujourd'hui. La Pauline d'aujourd'hui, elle a envie de donner quoi? Elle a envie de rendre quoi? Elle a envie d'aider avec quoi? Bah, rendre tout ce qu'on m'a donné, moi, quand j'en avais le plus besoin, à l'hôpital. J'ai été énormément aidée. On m'a tendu la main plus d'une fois. Et parfois, c'est des petits mots, des petites attentions de tous ces soins. C'est quoi des petits mots il y en a qui t'ont marqué, là, comme ça, ou une phrase ou... Moi, c'est plus des moments de vie à l'hôpital. Voilà, les infirmières qui, pendant un changement de pansement qui est douloureux, elles vont se mettre à danser dans ma chambre. L'humanité sublime, quoi. Mais total. Oh là là. Et pour moi, c'est ma phrase, hein, c'est la vie qui reprend le dessus, ces petits moments-là.
Ok. Et en fait, quand je vois des gens aujourd'hui qui sont dans la détresse, ben j'ai cette empathie parce que j'ai été à cette place de détresse, de cet état de détresse absolue, et j'ai envie de les remonter. En fait, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi, et tant que j'ai pas réussi, ben, ça me contrarie, je peux pas m'arrêter là. En tout cas, j'ai envie de participer à quelque chose pour aider les autres. Voilà, c'est le cas notamment quand il y a des accidents encore qui surviennent sur la route. Moi, ça me brise le cœur, ça me rappelle que j'ai pas réussi encore ma mission. Après, j'ai aussi appris de mes erreurs. Parfois, on peut pas sauver tout le monde. On s'investit beaucoup, mais ça demande beaucoup d'énergie. Il faut pas s'oublier. Et moi, au début, j'ai fait quelques erreurs à trop m'investir, à me heurter à des murs. Je pense notamment à une histoire de parents qui avaient perdu leur fils, et je pense que je m'étais identifiée à ce garçon qui avait le même âge que moi, et lui est décédé malheureusement. Et il y avait une espèce de culpabilité, alors que je ne connaissais pas ce garçon, de me dire en fait pourquoi lui et pas moi. Et donc je vais aider les parents. Sauf qu'en fait, j'ai compris que pardon de le dire, mais des parents qui perdent un enfant, c'est peut-être la seule chose qu'on ne peut pas réparer, je pense. Et aujourd'hui, moi, maman, je crois que je peux l'affirmer. Et donc, je me suis heurtée à l'impossibilité d'aider ces gens. Et là, je me suis dit, attention, Pauline, warning, tu peux pas tout faire. Tu peux pas reste humble et reste à ta place. Et fais ce que tu peux, comme tu peux, mais attention, quoi. Et voilà, mais en tout cas, c'est toujours ce truc qui m'anime avec les jeunes, les moins jeunes, de me dire, ok, je vais essayer de participer à ce qu'ils aillent bien, en fait. Et je trouve que tu trouves là dans ta vie un très bel équilibre. Je sais pas si c'est quelque chose que tu conscientises, mais entre ton ambition et ce truc très individualiste que tu as, où tu vas aller la chercher ta médaille et tu es vraiment sur ta route, et on sent que même les gens les plus proches de toi, tu étais vraiment focus, et en même temps, tu as ce grand truc très humain où tu adores le collectif. J'ai l'impression que tu es très forte avec. Et comment ça se fait naturellement, ou tu dois vraiment tes plannings, tes rêves, tu les partages entre ces deux énergies? Moi, j'ai besoin d'une équipe derrière moi. J'ai besoin d'une équipe derrière moi, et je le dis souvent, le tennis, c'est un sport individuel, mais moi, je le vois vraiment comme presque un sport collectif. Parce on dirait que tu joues avec tout le monde derrière moi. Il y a ma petite armée là de personnes qui croient en moi. Il y a toutes les préparateurs physiques, mentaux, coachs, etc. Enfin, moi, il y a une dimension d'équipe vraiment très importante dans mon projet, et puis même dans ma vie. Je veux dire, moi, quand je vais pas bien, c'est les autres qui me remontent. C'est mon entourage proche, et je suis comme tout le monde, tu vois. Seul, c'est compliqué. Moi, ça, j'ai toujours pensé. Seul, d'aller mieux, de s'en sortir. Il faut apprendre à demander de l'aide. Et toi, tu sais faire ça. Est-ce que, par exemple, quand tu étais à Percy, pardon pour les auditeurs où on fait un peu les malines, on vous donne pas les faits, mais c'est bien, on vous fait un peu travailler. Percy, c'est l'hôpital où Pauline a passé 9 mois, c'est ça, il me semble. Un hôpital militaire après son accident. Est-ce qu'il y avait des psys? Je me suis demandé si toi, tu as travaillé avec beaucoup de psys cette première année. Est-ce que tu es encore suivie par un psy pour gérer ton handicap ou gérer parfois tes frustrations? Alors dans ces moments-là, dans les épreuves en général, je pense que l'aspect psy, il est essentiel à prendre en compte. Et alors, autant moi, l'hôpital militaire, les militaires, ils m'ont sauvée, je l'ai toujours dit. Ils m'ont prise en charge excessivement bien. C'était les meilleurs pour ce qui m'arrivait sur le plan physique. Autant sur le plan psychologique, ça a été plus difficile. Intéressant. Parce que les militaires, il y a encore un tabou là-dessus. Dire qu'on va mal, c'est compliqué. Et là, en l'occurrence, moi, j'ai dû aller... en l'occurrence, mes parents ont dû aller taper à des portes en mode, là, il y a une civile qui a 27 ans, qui se fait arracher la jambe, il faut venir la voir. Oui, t'es pas allée à la guerre, toi. Non pas que les gens qui vont à la guerre, mais... c'est pas mon métier, en tout cas. Pas ton métier, donc ça a été plus compliqué. Après, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai été effectivement très bien accompagnée, et heureusement, notamment avec le MDR, une technique qui permet de traiter les flashs visuels sonores. Qui a été inventé, il me semble, pour les rescapés de la guerre, non, de base pendant la Seconde Guerre mondiale, il me semble. Oui, effectivement, tu as raison. Je crois que c'est, en tout cas, pour des traumas de guerre, ça vient vraiment trier les événements traumatiques dans des petits tiroirs. C'est très, très bien. Enfin, ça a beaucoup marché sur moi. Aujourd'hui encore, je vois un psy, en plus du préparateur mental, où il y a forcément une dimension psy. Bien sûr. Mais évidemment, en fait, de toute façon, on devrait tous voir un psy. Moi, je ne comprends pas qu'il même les couples qui vont bien, ils pourraient voir un psy. En fait, moi, il y a zéro tabou là-dessus. Même quand on va bien, on voit un psy. Je pense que c'est un espace de pensée, de dialogue, où on pose des choses importantes sur soi-même. Et vraiment, c'est comme faire du sport, mais tu muscles tes émotions, ton intelligence émotionnelle.
Trop bien. Ok. Ce que tu disais sur l'ambition en France, explique-moi ce que tu veux dire par là. Je suis très. Tu t'es souvenu. Non, mais c'est. Parce que je suis d'accord avec toi, mais j'aime pas critiquer un pays où on adore la France. Moi, j'adore la Ouais, France, je je sais me sens française plus que personne, ça c'est sûr, mais j'ai constaté quelque chose quand j'ai commencé le haut niveau, c'est qu'il y a, quand tu dis ton ambition, il y a beaucoup de jalousie en fait qui arrive. Et moi, ça a été, naïvement, ça a été vraiment une découverte et ça m'a beaucoup blessée à l'époque quand j'ai commencé à dire moi je veux faire les jeux, je vise la médaille d'or et alors en fait Ça se manifestait comment? Tu sentais un. non, c'est des jalousies. J'en parle dans le livre que j'écris, mais parce que je pense que c'est important de le dire. C'est des jalousies, même en interne, au sein même de ta famille sportive. Hein, voilà, parce que je pense que la réussite, quand on a envie de réussir, contrairement aux États-Unis, en France, on a envie de casser l'autre. J'ose le dire quand même. Mais après, ça passe. C'est-à-dire que moi, il y a eu un moment où c'était vraiment la petite nouvelle là qui dit Elle se partout prend pour qui, ouais. qu'elle va. Ouais, c'est ça. Il y a elle se prend pour qui? Alors que moi, j'ai jamais dit je vais tous vous écraser. Hein. Moi, Mais surtout, cette phrase, je l'ai jamais compris. Elle se prend pour qui? Oui. Je me prends pour Julia. Tu te pour prends moi-même, pour enchantée, Pauline. Non, mais et moi, ça m'a fait grandir et ça a été très douloureux pour moi cette période de découvrir en fait qu'il y avait des gens qui voulaient me nuire en fait, tu vois, et beaucoup de malveillance, alors que j'avais toujours été entourée de bienveillance. Et donc j'ai découvert cette malveillance là, insipide. Hein, parfois c'est pas concret, mais tu sens des ondes, des énergies là aussi, très sensibles à ça. Et très français. Et pourtant, encore une fois, et je sais qu'on partage ça, on adore notre pays, on adore la France, mais il y a ce truc-là encore, quand quelqu'un dit qu'il veut réussir, réussit, ça dérange certaines personnes, certainement qui n'ont pas confiance en eux, je pense. Ah évidemment, sinon c'est pas drôle. Et donc après les JO, j'ose poser la question, tu penses qu'il y a des gens qui se sont réjouis? Ah oui, c'est sûr. C'est vrai, tu l'as senti vraiment qu'il y avait une part de. Bien sûr. Heureusement qu'elle n'a pas montré que c'était possible, parce que c'est pas possible de faire. Il y avait un peu ça. Mais évidemment. Ah ouais. Là. Évidemment. Après, je me suis jamais reposé la question. Mais si je me la pose, oui, c'est sûr. Puisque il y a encore parfois des endroits où je vais, où je sens des ondes pas cool. Mais aujourd'hui, je me suis protégée de ça et ça ne m'atteint plus. Parce que j'ai grandi, parce que voilà, j'ai fait ce travail-là qui était nécessaire de mettre ça de côté. Et donc, ça ne m'atteint plus. Et ça, c'est ma plus grande réussite. De rester, moi, sur mon chemin avec de la bienveillance, sans vivre non plus dans le monde des bisounours. Hein, parce qu'il faut être conscient que ça existe. Bien sûr. Mais voilà, s'entourer des meilleurs, prendre ce qu'il y a de bon. Et ceux qui ne sont pas d'accord et qui ne me suivent pas, ils restent sur le côté. Et voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde, de toute façon. Et parce qu'aujourd'hui, tu es de plus en plus à la télé, tu es de plus en plus confronté à ton image, on te voit, t'existes médiatiquement. Tu as encore des moments où tu as peur de, je sais pas, de déplaire, de dire un truc, en fait, des critiques, des haters, des commentaires. Bon, je sais pas si tu en as beaucoup, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut affecter tes journées parfois sur les réseaux sociaux? Tu as beaucoup de followers. Est-ce que parfois tu te sens traquée, mal comprise, ou c'est OK? Alors, je pense que, encore une fois, non, je m'en soucie plus. En tout cas, ça ne m'atteint pas. Après, je dis pas que ça peut arriver, mais j'ai réussi à apprendre à avoir que la bienveillance autour de moi. Okay. Ceux qui me suivent, généralement, ils sont plutôt d'accord avec ce que je suis. Ceux qui me suivent pas ou qui veulent plus me suivre, ils sont libres. Et moi, je préfère encore une fois voir le positif, en étant consciente qu'évidemment il n'y a pas que ça qui existe autour de moi. Mais voilà, moi j'essaie de passer des messages, d'être alignée avec les messages que je passe, avec ce que je suis. Et encore une fois, on peut pas plaire à tout le monde. Après, des haters, etc. Oui, j'en ai déjà eu des messages, mais c'est pas un message qui va me pourrir une journée. Okay. Surtout que généralement, c'est par rapport au combat de sécurité routière que je défends. C'est des arguments que je connais. Oui. Je les ai expliqués, réexpliqués. Je vais pas me fatiguer la vie à les expliquer en MP à un mec, tu vois, sur qui veut conduire à 102 ans. Non, on l'embrasse. En fait, voilà. Qui continue. En fait, il faut choisir ses combats. Oui, c'est ça. Voilà. Okay. Et j'ai réussi à le faire parce qu'avant, je pouvais aller sur tous les fronts, mais à un moment donné, tu peux pas. Mais est-ce que c'est une décision pour les auditeurs qui nous écoutent? Est-ce que c'est une décision qu'on prend aujourd'hui, ça y est, c'est un interrupteur, j'arrête de décider, ou est-ce que tu as développé des techniques, des outils pour t'en protéger? Est-ce que c'est juste un peu un jour ça suffit?
Ah ouais, un jour ça Ça suffit. suffit. Ah oui, 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 je pense que encore une fois, il y a une sorte de temps incompressible qui voilà, ça met du temps, Plus mais de en fait, time en fait pour plus de les time à un relous moment en donné. DM. À un moment Ah ouais. donné, t'as pas le time, Ok. quoi. Ouais, t'as ta vie à faire, tes problèmes à gérer, tes entraînements, tes combats à mener. Tu vas pas Ouais. donner de l'énergie. Moi, c'est comme ça que je vois. Tu vas pas accorder de l'énergie à celui ou celle qui, en tout cas, ne le mérite pas. Je veux pas dire qu'il ne le vaut pas bien. Ça, je suis personne pour le dire, mais en tout cas, bah, je vais pas me fatiguer la tête avec des gens qui ne bougeront pas de position, à qui je déplais et ça ne Bien changera sûr. pas. Voilà. Mais ça, je pense c'est une certaine maturité à avoir que je n'ai Ouais. pas forcément Non, c'est un avec voyage. lui. C'est un voyage, ouais. C'est un Mais voyage. comment on trouve moi, j'avais écrit un article sur toi et c'était un tel plaisir d'écrire sur toi qui s'appelait La guerrière sensible. Comment on trouve cet endroit entre être une guerrière, donc vraiment, genre, j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez de moi, vous m'avez tous saoulé, et en même temps, d'être vulnérable. Je sais que toi, la vulnérabilité, c'est encore quelque chose qui parfois te titille. Ouais, bien sûr. Comment tu le trouves? Et je me pose la question tous les jours, donc posons-la nous ensemble, mais comment tu trouves cet endroit où tu es perméable en même temps, il y a une armure? Oh là là. C'est une Vous avez 4 heures. Non, vous avez 4 décennies, 4 Non, non, vies pour- c'est très difficile de répondre à ça. C'est vrai que moi, on m'avait dit, et j'ai encore du mal avec cette phrase, mais être fragile, c'est une force. Donc, on parle de vulnérabilité, hein. Moi, je vois encore dans le côté fragile une forme de faiblesse. Et peut-être de résister à cette pensée-là, bah, ça me donne envie d'être une guerrière. Je sais pas si Ah tu oui, me suis, en donc fait. t'articules. En fait, Donc deux j'essaie choses de existent. Ok. ouais, 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 il y L'un a un répond à esprit l'autre. de duel entre les deux et à la fois en fait je suis ce que je suis. Je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, Ouais. hypersensible. Vraiment rien peut me toucher. Pour autant, je peux pas montrer en permanence cette sensibilité. Il y a des moments dans la vie où je dois être dans un autre rôle. Je prends un exemple tout bête qui me vient à l'esprit. Quand j'ai défendu mon projet de loi au Parlement européen pour la fin du permis de conduire à vie, je pouvais pas être je pouvais pas être que dans l'émotion de ce qui m'était arrivé à moi. Je pouvais pas être que sur mon cas personnel. Là, je défendais autre chose avec une dimension plus collective, Ouais. d'utilité publique. Donc là, tu mets Une autre l'armure voix. en fait, une Donc, autre voix en fait, c'est ça. Donc bien sûr, dans le discours, je veux dire, forcément, il y a de l'émotion, mais tu dois arriver à jongler entre ta propre sensibilité et le message que tu as Au envie de faire passer service. pour toucher au service des autres. Bien sûr. C'est Ok. exactement ça. Ok. Donc je pense que ouais, c'est pas facile, mais Non, il faut arriver à jongler entre les deux et ça rester ouais. authentique encore une fois. Moi, Et j'ai ouais, ça revient au jamais été double. quelqu'un d'autre. Ouais, non, et ça se ressent, mais ça revient finalement à la Pauline qui porte pas son genou à la maison et à la Pauline dehors qui va être forte pour les autres. Donc tout s'articule. Mais bon, je le dis, je le cache pas, tu vois. Non, 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 mais ton authenticité transparaît très bien. Mais est-ce que quand souvent tu nous racontes un peu des histoires, tu reviens sur ces dates-là sur Instagram, là tu es dans ta vulnérabilité, ou maintenant quand tu racontes l'accident ou ces drames-là, tu es quand même dans un truc de protection? Est-ce que c'est un discours qui est rodé maintenant et ou ça te coûte de revenir, tu fais des posts de temps en temps? Très sincèrement, il y a 2 choses dans ce que tu dis. L'accident, quand je le raconte aujourd'hui, c'est mécanique. Ok. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé ça notamment en EMDR. Ok. Le EMDR m'a permis aujourd'hui de raconter l'accident sans aucune émotion parce que mes tiroirs sont bien rangés. Bah, génial. Et ça me protège moi. Et heureusement d'ailleurs, parce que si à chaque fois je racontais mon accident, ça me le faisait revivre, franchement, je serais pas là, quoi. Donc ça, c'est ce récit-là, je le livre de manière ouais, mécanique parce que voilà, il faut le livrer. Après, ça m'empêche pas, notamment aux dates anniversaires entre guillemets, d'avoir énormément de nostalgie, d'émotions qui me traversent, des moments down. C'est le cas tous les 27 octobre. Ça, c'est certain qu'il y a une résonance particulière. Où tu te refais le film. On a tous des moments, sûr, des ouais. dates un peu comme Bien ça, sûr, ouais. où on a perdu C'est des quelqu'un. balises émotionnelles. Ouais, exactement, c'est un bon mot, je pense, où du coup, on fait une sorte de bilan, un point, et puis on est envahi par la nostalgie. Moi, je serais toujours nostalgique de celle que j'étais avant, même si j'ai une vie qui sort totalement de l'ordinaire aujourd'hui. Mais voilà, il y a une sorte de deuil à faire, à continuer de faire. Et voilà, c'est pour ça que moi, je me suis toujours tenue à partager ces moments-là aussi moins évidents, Ouais. mais auxquels n'importe qui peut s'identifier, puisqu'on a tous traversé des moments difficiles, on est tous des résilients, ça moi je l'ai toujours pensé.
et que là encore, ça peut aider quelqu'un. Ah, non, mais Je peux se dire, Pauline, elle est très très mal aujourd'hui. Bon, je pense que voilà. t'aides beaucoup de monde, Pauline. Je suis pas trop inquiète. Mais est-ce que, pareil, c'est peut-être maladroit comme question, mais est-ce que c'est de moins en moins dur les 27 octobre ou ça, c'est complètement débile d'imaginer? Non, non, c'est une super question. Mais écoute, en fait, tu vois, celui de cette année, par exemple, il était difficile, ce 27 octobre. Je pense qu'il y a, voilà, pourquoi? Très bonne question. Tu peux aussi. Moi, je m'y traîne, mais tu peux avoir des silences. Ouais. Tu peux réfléchir. Non, alors peut-être parce que j'étais à Paris aussi, parce que Ok. on s'est toujours tenu avec Tiffen à être en dehors de Paris Intéressant. voilà, pour pas être là loin, ailleurs, dans une bulle. Et là, j'étais en tournoi d'ailleurs. Ok. Mais du coup, c'est vrai que je sais pas, les jeux Rio, peut-être, ouais. c'était peut-être ça. C'était la première année après les jeux étaient passés. C'est une année de transition, c'est une année voilà, de remise en question aussi. Et j'ai eu ma deuxième fille. Je pense qu'il y a plein de choses. Les naissances aussi. La naissance de mes filles, ça a été des moments waouh. Ça remue, ouais. Ouais, ça remue fort. En tout cas, moi, ça m'a en remué parler. fort. Mais il y a des 27 octobre qui sont plus difficiles que d'autres. En fait, ils se ressemblent pas. C'est ça qui est. Non, ils se ressemblent Ils se pas. ressemblent pas. Mais j'essaye toujours d'en faire quelque chose, d'être ailleurs et. Pour finir sur la vulnérabilité, j'ai vu que pour le coup, tu t'as sauté dans l'inconnu littéralement il y a quelques semaines, il me semble, t'as sauté à l'élastique. J'ai fait un saut pendulaire avec. Voilà, tranquille, comme tout le monde, quoi. Rien d'inhabituel. Donc ça, on sait ton dernier saut dans l'inconnu, mais la dernière fois que t'as été très vulnérable, est-ce que tu saurais nous la raconter? Oh. Tu peux dire non, surtout. Si tu penses à quelque chose mais que tu veux pas le raconter. Si, bien sûr, je vais parler de ma deuxième fille Romy. Il se trouve que la grossesse de Tiffen a été très très compliquée parce qu'elle a attrapé un virus qui s'appelle le CMV et je fais de la prévention au passage parce que toutes les femmes enceintes, futures mamans doivent se faire dépister du cytomégalovirus. J'ai jamais CMV. entendu parler de ça. Comment c'est possible? Et c'est un état grippal qu'une femme peut attraper et en soi pas grave, sauf que si elle porte un fœtus dans les 3 premiers mois, il y a un risque d'infection. C'est ce qui s'est passé pour Tiffen et donc on a eu une grossesse, je dis mais c'est elle qui a eu une grossesse très surveillée à l'hôpital Necker avec un ascenseur émotionnel où à tout moment on pouvait nous dire on doit arrêter la grossesse parce qu'il y a une malformation. Donc ça a été une grossesse particulière et c'est vrai que quand ma fille est née, ça a été un soulagement déjà qu'elle soit en bonne santé. Mais là, je me suis sentie très très vulnérable, surtout quand on l'a embêtée à lui faire un certain nombre de tests du fait de ce virus qu'elle avait attrapé, notamment des tests auditifs. Où voilà, il y a un moment où quand on met votre petit bout qui a 3 jours dans une boîte pour faire une IRM, c'est des moments très difficiles. Pour toi, j'imagine que ça doit être difficile pour toutes les mamans, mais bien sûr. Une image qui doit quand même venir parler à des traumas à toi. Bien sûr, il y a une image, on se sent impuissant. Moi, quand je vois ma petite fille sur cette planche qui va dans le tube pour l'IRM, je me sens complètement désarmée. Complètement en détresse et cette impuissance en fait voilà et c'est des moments de grande vulnérabilité donc c'est le premier moment auquel je pense on en sort tout juste. Romy aujourd'hui elle va bien, elle a 5 mois et voilà donc mais c'est compliqué ces moments-là et on en vit tous en fait, et quand c'est lié aux enfants c'est encore plus compliqué. J'imagine. Mais donc devenir maman te force à devenir de plus en plus vulnérable. Ah ouais, ça te fait enlever le masque. Ah ouais. T'es obligé. Moi, je dis bas les masques. Tu peux pas. pas. J'adore. T'as des mantras pour tout. Mais j'ai envie que tu nous fasses un livre juste avec des petites maximes. Non, mais je pense que c'est inconfortable. Raconte-nous. Moi, personnellement, je le vis pas bien. De devoir baisser ma garde. Voilà, quand t'as ce petit être. Voilà, au début, notamment parce que mes filles sont 3 ans et 5 mois, c'est petit. Elles plantent leurs yeux dans les miens, je suis pas très bien, tu vois. Je me dis, je me sens investie d'une grande responsabilité, à la fois d'être une imposture parce que hier encore, j'étais en train de faire la fête avec mes potes et je suis la plus grande adolescente qui soit dans la tête. Donc tu te dis quand même, là, en termes d'être investie d'une mission, c'est une vraie mission. Et puis voilà, les enfants, ça remue. On est leur miroir. Moi, je vois comment ma fille, elle nous imite, etc. Je me dis, waouh, j'ai pas intérêt à faire n'importe quoi, tu vois, une dinguerie. Elle t'imite sur quoi là? C'est quoi un truc où tu vois qu'elle capte déjà des trucs? Il y a tellement de choses. Franchement, déjà dans tout ce qu'on peut dire, les tics de langage, tu vois, c'est fou comment les enfants,
ils nous imitent. Et puis, du coup, il faut là, en termes de rester authentique, je pense qu'il faut l'être. Tout en prenant un rôle qu'on n'a pas l'habitude de prendre. Moi, je suis devenue mère, mais sur le tard. Quand Ava, ma première fille, est née, je n'avais jamais changé de couche de ma vie. Ah ouais. J'étais en panique. Et je vois aujourd'hui qu'avec ma deuxième fille, je suis plus à l'aise. Ouais, t'as pris le pli, quoi. J'ai pris le pli. Ouais. Ouais, n'abusons pas quand même. Non, Je suis bien aidée. Mais en tout cas, les enfants, ça nous ramène à quelque chose où on doit se confronter à son propre miroir parce que on va envoyer pour le coup un miroir à son enfant. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que très je clair. dis, C'est mais très c'est clair. un peu ça. Et du coup, faut envoyer le bon miroir, quoi, le bon reflet, quoi, tu vois. Il faut se poser la question du miroir. En fait, on peut pas juste avancer comme ça. Faut avoir presque une intention dans ce qu'on veut transmettre aussi, non? Un exemple, notamment, tu vois, moi, je me suis toujours posé la question, je me la pose encore aujourd'hui, quand je pars en tournoi. Aujourd'hui, c'est déchirant pour moi de quitter ma famille, de quitter mes filles. Et je me demande encore, j'ai pas la réponse parce que j'ai fait les deux, si c'est bien de pleurer devant elles. Parce que la vérité, j'ai envie de pleurer comme jamais. Donc, est-ce que c'est mieux de pleurer, de leur expliquer que je suis triste, voilà, et qu'elles me voient dans un état vraiment de vulnérabilité plus, ou est-ce que je fais la forte, je leur dis que c'est dur, et puis je sors de chez moi et je pleure, parce que pour le moment, c'est plus ça que je fais que de pleurer devant elles, tu vois, parce que je veux les épargner. Après, on dit toujours, les enfants, ils sentent la moindre émotion, etc. Je pense qu'il y a un juste milieu, parce que si tu pleures tout le temps devant tes enfants, à chaque fois que tu pars en tournoi, c'est dur, quoi. Ah, c'est une vraie question. Je me suis jamais posé la question. Voilà, il y a des petits conflits comme ça avec soi-même. Mais on y revient, j'ai l'impression, depuis le début de cette conversation. Ce qui est sublime, c'est que tout ce dont on se parle, c'est un peu un peu de l'extérieur, l'intérieur, ce contraste à trouver entre une espèce de force, d'armure. En fait, toi, t'es vraiment dans mi-armure, mi-complètement vulnérable. Il faut vraiment trouver dans tous tes sujets cet espace. Et la vraie question, c'est est-ce qu'il se trouve cet espace ou est-ce qu'il faut accepter? On saura jamais, mais est-ce qu'il faut accepter juste ces allers-retours ou pas? Je sais pas. Si t'as que l'armure, pour le coup, t'es un vrai robot. Ouais. Et je trouve ça dommage parce que c'est ça qui fait les relations humaines. Le sel de la vie. Le sel de la vie. Le sel de la vie. C'est cette expression, le sel de la vie, bien sûr. C'est ça. Donc, je pense qu'il faut un mélange des deux. Parce que si t'as que le côté vulnérable, c'est difficile à vivre, et pour soi-même et pour les autres aussi. Bien sûr. Et la confiance en soi, c'est de la vulnérabilité. J'ai tout le temps que les gens les plus confiants, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais les gens les plus charismatiques, les plus confiants qu'on rencontre, c'est souvent des gens à des dîners ou je sais pas, à des stuffs, pas qui te disent qu'ils font tout parfaitement. C'est souvent des gens qui, de manière très inopinée, vont te raconter je sais pas, leur vulnérabilité ou leur peur, mais ils te le font de manière ancrée. Et c'est ces gens-là qui te marquent. C'est pas la meuf qui a après, on les embrasse et elle nous impressionne, mais les gens parfaits ne sont pas très charismatiques. C'est les gens vulnérables, je trouve. Ouais. Et on revient au mot qu'on a dit, l'authenticité, vulnérable, le côté très naturel, très vrai. En fait, c'est tout, c'est l'inverse de fake. En fait. Je pense que le côté parfait, personne n'est parfait. Exactement. Ouais, déjà que ça n'existe pas, mais d'essayer de prétendre que ça existe, du coup, il n'y a pas de vibration. Exactement. Ok. Exactement. Sur le sujet de la confiance en soi, c'est le genre de questions qui me saoule, que j'aime pas poser, mais en même temps, j'ai envie de savoir s'il y a quelque chose à dire. Est-ce que tu es encore confronté à des gens qui comprennent pas qu'il n'y ait pas un papa et une maman? Est-ce qu'en 2025, en 2025, est-ce que c'est encore un sujet, cette question-là, où toi, Dieu merci, elle n'existe pas dans ta vie? Alors là aussi, je pense que très naïvement, je m'en préserve et je ne vois pas ces signaux-là. Je dis souvent, moi j'ai eu la chance, et je sais que c'est une chance, de ne pas vraiment connaître l'homophobie, parce que en fait, c'est ça, quand des gens te disent bien sûr. de maman, c'est homophobe en fait. Je ne vois pas l'homophobie, et tant mieux. Je sais que ça existe. Je suis très consciente que ça existe. Tu vois, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques semaines, j'étais à un dîner de l'association Le Refuge, qui accueille des homosexuels qui sont virés de chez eux, des trucs. Tu travailles horribles. avec eux? Non, là, il se trouve que j'ai été invitée et voilà pour soutenir leur action. Donc, je sais que ça existe. En revanche, moi, je m'en préserve. Et puis, à un moment donné, attends, moi, je suis handicapée. J'aime les filles. J'ai 2 enfants. Franchement, je les cumule. Donc, en fait, t'es intouchable. Limite, le côté de maman, en fait, c'est pas ce qu'on voit en premier, c'est plutôt la jambe de robot. Mais moi, surtout, c'est ce que je dis, et c'est d'ailleurs mon approche que j'ai toujours eue, parce que j'ai toujours su que j'aimais les filles. Moi, j'ai jamais mis d'étiquette aux uns et aux autres, donc je pense que je m'en suis jamais mise vraiment.
quand une fille me plaît, je me suis toujours dit, est-ce que je peux lui plaire, Ouais. pas est-ce qu'elle aime les filles, tu vois, l'approche. Et donc je pense que globalement, c'est l'approche que j'ai dans ma vie, c'est que je me dis que les gens, ils voient que je suis avec Tiffen, qui est une femme, voilà, j'ai 2 filles. Mais vu que c'est pas un sujet pour toi, c'est pas un sujet pour moi, et donc je pense que du coup, je renvoie un truc. En fait, ça doit pas en être un pour vous, quoi. Ok, très bien. Mais quand tu fais ton coming out, je sais pas à quel âge tu l'as fait, t'avais peur, tu manquais de confiance. Je sais pas comment ça s'est passé pour toi. Est-ce que ça a été un grand événement ou est-ce que toi c'était vraiment très simple? Si on a des auditeurs qui ont peur, des auditrices ou des auditeurs qui sont à ce moment-là de leur vie, est-ce que tu as un conseil? Est-ce qu'il faut même pas intellectualiser la chose? Est-ce que c'était difficile? C'est très personnel. C'est tellement personnel cet état, cette volonté de ce fameux coming out. Alors moi, je vais te décevoir, je n'ai pas eu de coming out. Non, mais puisque c'est ma sœur qui a tout balancé. Victoire, je t'aime d'amour, on l'embrasse. On ne plus. C'est horrible. Elle t'a volé ton coming out. Ouais, la pauvre. Non, aujourd'hui encore, elle s'en veut. Non, mais elle était jeune, voilà. Mais ça a été compliqué. Ça a été compliqué, surtout pour ma maman. Mais du coup, j'ai pas vécu ce moment en mode où j'arrive, bon voilà, papa, maman, j'ai un truc à dire, j'aime les filles. Après, je pense que moi, si j'avais un conseil à donner, c'est attendre la bonne personne. Attendre d'être avec la bonne personne. Pour du coup, quand il y a cette annonce, plutôt orientée, voilà, j'aime quelqu'un, j'aime une personne. Bon, il se trouve que c'est une fille, mais voilà, pas choisir le bon moment et être en accord avec soi-même. Moi, à l'époque où ça s'est su, si tu veux, j'étais, je mettais pas encore une fois d'étiquette sur ce que je vivais, sur ce que j'étais. Naïvement, j'étais dans mon truc. Non, pas naïvement. Du jour au lendemain, ma mère a commencé à me poser des questions. Mais comment tu vas faire des enfants? Mais moi, j'avais 20 ans, j'étais là, waouh, je sais pas, je me suis jamais posé la question. Donc, je pense que c'est très personnel, mais en tout cas, il faut certainement pas avoir honte de ce qu'on est. Alors là, moi, j'encourage tout le monde à vivre sa vie, vivre ça à son orientation sexuelle, parce que le temps est précieux et court, et donc il faut vivre, tout simplement. Être bien, c'est une urgence. Ok. Je voulais quand même vérifier ça, même si ça devrait vraiment pas être un sujet. Si tu devais faire une petite liste de courses à quelqu'un en mode pour ta confiance en toi, des petits tips. J'imagine qu'il y a le sport. Ouais, le sport. En tout cas, une passion. Ouais. Parce que ça... Une passion, c'est vrai. Une passion, un entourage, voilà, une équipe, voilà. Pour ta santé mentale, des choses que tu fais ou des outils ou des... Je dirais aussi du silence. Ah, c'est beau ça. Et je pense qu'on en manque cruellement dans notre monde où tout va à 1000 à l'heure, et je suis bien placée pour le dire. Mais moi, il y a des moments dans la journée, ça va tellement vite, tellement fort. Je me dis, attends, là, j'ai pas eu de moments silencieux. Et ces moments-là, ils permettent de se faire du bien, de se ressourcer, de récupérer de l'énergie. Donc ouais, j'ai envie de te dire spontanément du silence, mais dans le bon sens du terme. Ah ouais, j'aime beaucoup entendre ça. Voilà. Ça me paraît déjà bien. Ok. En termes d'objectifs, là, donc il y a les JO 2027. 2028. 2028. À Los Angeles. Tu il me manque un an de plus. Ouais. Laisse-moi un an. T'en as besoin de... Ouais. Ouais, c'est 3 ans, c'est bien. Donc là, t'es vraiment à nouveau sur un espèce de programme très intense, millimétré, très organisé pour y arriver. Ouais. Beaucoup des semaines d'entraînement physique, tennis, prépa mentale, avec tout un circuit de compétition, des grands chelems. Donc il va y avoir différentes échéances d'ici les Jeux de Los Angeles, mais oui, c'est ma vie, et je suis très heureuse de la vivre d'ailleurs, même si le haut niveau, c'est quand même aussi beaucoup de sacrifices. Je parlais du fait de quitter sa famille, ça fait partie des moments plus durs, mais voilà, moi je mesure la chance que j'ai quand même de me lever tous les matins, d'aller faire ce que j'aime le plus, jouer au tennis. Il n'y a pas un jour où j'ai pas envie de m'entraîner, où je suis pas... où je me sens toujours à ma place quand je dispute un match, et voilà, et le jour où ça disparaîtra, j'arrêterai d'ailleurs, parce que bien sûr, sûr, rien. Mais je vois que tu fais aujourd'hui tu es à la télé. J'ai l'impression que c'est un exercice dans lequel tu excelles vraiment. Est-ce que ça te surprend? Parce qu'avant, en plus, tu travaillais en prod. Je travaillais derrière la caméra. Et maintenant, c'est comme si cet événement aussi, tu t'as fait sentir, alors que tu devais déjà l'être, mais t'as fait sentir légitime d'être devant la caméra. Est-ce que t'as dit un mot important, légitime. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été une préoccupation pour moi, d'être légitime. Aujourd'hui encore, je me pose la question, est-ce que je suis légitime de faire quoi? Vas-y, finis légitime de faire quoi? Je suis légitime de
de passer à la télé, par exemple, de faire je ne sais pas, en fait. Moi, je dis dans mon livre, tu sais, j'ai l'impression impossible, on le conseille avec le j'ai l'impression documentaire. d'être la meuf qui a perdu sa jambe. C'est vraiment ça. Et parfois, j'ai l'impression que voilà voilà, il m'est arrivé un accident, on en a parlé. Ok, je défends un combat, mais en fait, je suis comme n'importe qui finalement. Enfin, je comprends que tu veuilles pas être la meuf qui a perdu sa jambe et que tu veuilles remplacer cette phrase, mais est-ce que vraiment t'es pas non pas que quiconque soit n'importe qui, mais t'es pas n'importe qui. T'as une vie très inspirante qui mérite d'être plus racontée que d'autres, alors que toutes les vies sont belles et je trouve qu'on devrait raconter toutes les vies. Ouais. Mais toi, t'es plus. C'est compliqué pour moi, honnêtement. Ok. De parler de moi comme ça, mais merci beaucoup. Mais en tout cas, le fait d'être passé devant la caméra, c'est un exercice effectivement que j'aime beaucoup. J'ai été consultante pour le MAC de la santé. Maintenant, aujourd'hui, c'est le MAC de la santé et j'ai une grande liberté d'ailleurs pour parler de tous les sujets que je veux. Et c'est quelque chose d'ailleurs aussi qui me plaît. J'ai réalisé que voilà, ok, je fais du sport, j'ai toujours aimé ça, mais peut-être que en après carrière, j'aurais envie de faire de l'antenne, mais on ne parle pas que de sport, mais plutôt de sujets de combat engagés, parce qu'en fait c'est ça qui m'anime aujourd'hui, c'est voilà, autour du sport, du handicap, de les violences faites aux femmes, j'ai vu. Violences faites aux femmes, évidemment, enfin des sujets qui me tiennent à cœur et c'est sûr que ça c'est une suite que je prépare après ma carrière parce que ça aura une fin. Et voilà, mais la légitimité, c'est une vraie question. On devrait faire un autre épisode pour en parler. Non, je vais faire une émission en 2026, légitimate. Non, mais on va faire chaque année une. Non, c'est vrai, la légitimité, mais pareil, est-ce que ce serait pas parce que Et d'ailleurs, attends, je te coupe juste pour te dire, tout ce que je fais quand je fais des chroniques. Non, tout ce que tu fais. Quand je passe dans des émissions, je ne regarde jamais. Je supporte plus de me voir. Non, je supporte plus. Et d'ailleurs, c'est encore autre chose que la légitimité, ça, c'est de l'image. Non. Ouais. T'aimes pas te voir. Mais c'est lié à la légitimité aussi, tu vois. Qu'est-ce que tu fous de ma télé je peux plus m'entendre. Je peux non, mais ça, c'est très intéressant parce que je voulais arriver à ça. Qu'est-ce qui te dérange, genre, quand tu regardes la vidéo, quand tu retrouves... après, je pense que c'est assez universel. On n'aime pas trop se voir, s'entendre. C'est pas génial. C'est pas génial. Pas génial. On apprend à se dire ouais. Mais on devrait le faire plus souvent, notamment moi quand je fais mes chroniques, je me dis mais attends, pour s'améliorer en fait. Toi, tu regardes jouer, non? On te filme pas quand tu joues? Ça se fait pas. Ouais, mais alors regarder les matchs, ça aussi c'est dur, hein, parce que tu sais, tu te refais le vie. Pourquoi j'ai joué ça là? Mais bon, le visionnage c'est important. Ça c'est pour l'entraînement. Faudrait te porter, je pense vraiment. Moi, je regarde mes émissions, je me dis mais c'est important de devenir mieux, mais c'est très inconfortable. Mais on parlait de miroir là, c'est vraiment ce truc. Et puis quand c'est toi-même, t'as l'impression que à la fois c'est toi, mais c'est une autre personne. Et puis tu vois que les défauts, les trucs. Enfin moi en tout cas c'est ce que. C'est quoi un truc que tu vois? C'est peut-être trop intime, mais un truc qui t'énerve à chaque fois que tu te vois. Genre franchement la dernière fois que je me suis vue c'était il y a vraiment longtemps, mais non mais c'est toutes les mimiques, tu sais, que je peux avoir de bouche, de trucs, de machin. Voilà. Alors que c'est généralement ça le pire, ce que les gens aiment chez nous, c'est les trucs qu'on supporte pas. Ouais. Le monde est bien fait. Le monde est bien fait. Mais ouais. Je sais pas pourquoi on parlait de ça, mais non. Mais j'allais y venir, donc c'est bien, tu me fais mes transitions. Mais par exemple, il y a 2 ans, je me rappelle quand je t'avais interviewé, on avait parlé pas mal de la beauté, du rapport à la féminité. Toi, tu m'avais dit, pour moi, la beauté, je sais plus comment je veux pas mal te paraphraser, mais la féminité, c'est Laetitia Casta. Je me rappelle que tu avais. Ouais. Est-ce que tu penses toujours ça? Ah bah écoute quand même en tout cas c'est pas Pauline Desroulèdes. Ce qui m'a réconciliée avec ce que j'ai pu te dire, c'est mon expérience en tant qu'égérie Dior, parce que voilà, dans le cadre des Jeux, on a fait énormément de shooting, d'activation d'événements, où j'ai dû être, j'ai pu avoir la chance d'être très bien habillée, maquillée, et c'est vrai que d'avoir pu voir que cette image de moi, elle peut exister, ça m'a réconciliée quelque part avec ce nouveau corps, de rendre féminine une meuf avec une prothèse. Et surtout la dimension de me dire, en fait, je fais telle campagne pour LVMH, pour Dior, s'il y a une petite fille qui la voit à la télé, et ben, elle va se dire que c'est stylé, et ça va peut-être l'inspirer, et ça va peut-être la décomplexer. Et là, en fait, je me dis, en fait, ça peut vraiment être beau. Bien sûr. D'être soi-même, en fait. Tous les jours, j'essaie de me le dire. Mais c'est le sel de la vie aussi, ça. non, mais évidemment. Mais du coup, toi, quand tu tournes ces pages de magazine, où t'arrives à te dire, ouais, là, je suis très belle.
Ou c'est encore trop difficile Non, je te dis, sur certains shootings, j'ai Ok. réussi à me dire quand même, Ok. je dis, ah bah là, quelque part, le côté prothèse, que c'est ça dont on parle. Hein, c'est vraiment, moi, je fais une fixette sur la prothèse, qu'il faut arriver à féminiser. Pour une femme, c'est plus compliqué de porter une prothèse. D'ailleurs, la plupart des femmes qui portent une prothèse ont ce qu'on appelle une cover esthétique, Ah oui. donc une fausse peau. Ouais. Et ce qui est paradoxal, c'est que moi, je m'en suis pas encore occupée. Je l'ai pas fait parce que la priorité, c'est l'opérationnel au sport, mais il faut que je m'en occupe. Oui, mais peut-être le fait que après, j'ai pas envie de faire de la psychologie de comptoir parce que tu m'avais déjà dit ça il y a 2 ans, le fait que tu le fasses pas, Ouais, ça raconte pas quelque chose quand même de toi. totalement. C'est pas Totalement. anodin, Et c'est parce marrant parce que j'ai parlé de ça récemment avec Tiffany qui me disait mais quand est-ce que tu fais la prothèse esthétique? En fait, je me suis dit mais en fait là tout de suite c'est pas ma priorité parce que du coup il y a une volonté de cacher ce que j'ai en fait, une jambe de robot hein, comme je dis aux enfants. Donc là en fait j'ai pas envie de m'en soucier, en tout cas c'est pas que t'as pas le temps, si tu le fais pas, c'est qu'aujourd'hui tu dois pas le faire pour l'instant. c'est pas ma priorité. C'est pas Non. ta priorité. C'est pas ma priorité. Et puis bon, je veux dire, je peux pas trop le cacher. Je veux dire, les gens savent que j'ai une prothèse. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a qui me reconnaissent dans la rue. Enfin, d'ailleurs, j'ai toujours l'impression pour moi, on me reconnaît dans ma rue parce que j'ai la prothèse. Mais d'ailleurs, ouais. mais non, mais tu vois, il y a et c'est ok. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, pour répondre à ta question, l'image de soi-même, elle a évolué. Et là encore, il y a un temps nécessaire et que peut-être un jour je serais capable de dire mais j'étais en mode surmeuf à ce moment-là, hyper féminine et voilà. Mais après tout, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que ça veut dire être féminine en fait? Alors moi je trouve que ça veut rien dire. Ouais. Tu vois, non mais là en fait je me pose la question. Non parce que t'as répondu. En effet, être féminine. Moi ce que je pense que j'ai voulu dire à cette époque, c'est tu vois mettre une robe avec ce truc, la prothèse, est-ce que c'est vraiment beau? Je sais pas. Moi je trouve que c'est assez sublime, mais c'est peut-être plus facile de le penser que moi que toi. Ouais. Parce que on est dur avec nous-mêmes. Mais avant ton accident, est-ce que je mettais des robes, c'est ça? Raconte-nous tes robes. Oui. Est-ce que tu avais des complexes? Est-ce que tu étais bien dans tes baskets sans cette question de la jambe? Ouais. Ouais. T'as toujours été alignée avec. Oui, hyper naturel. Je me maquillais pas. Enfin voilà, féminine sans grand chose. Voilà, mais en fait, je me suis jamais posé la question. Non pas que je me trouvais bombesque, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Tu laisses aux autres. Et pour moi, c'était pas une préoccupation. Ok. Aujourd'hui, ça l'est plus. Tu vois, est-ce que ce truc-là, ça va passer? Mais en même temps, moi, j'ai réussi aujourd'hui maintenant quand je suis en prothèse, en short par exemple, en vrai, j'oublie. J'oublie et tu vois, on parle ce même truc que quand du regard des autres, quand c'est normal pour toi et que tu le vis entre guillemets normalement, bah ça l'est tout de suite plus pour les autres. En fait, j'adore ça dans beaucoup de choses que tu as dit aujourd'hui. En fait, quand c'est pas un sujet pour toi, c'est pas un sujet pour les autres. Donc, exactement. Et ça, je pense que c'est très inspirant sur la confiance en soi. Au début, je me suis forcée. Tu vois, la première fois que je suis allée à la plage avec la prothèse, je me suis forcée à faire genre, c'est pas un sujet pour moi. Ouais. Et quand j'ai vu que ça marchait, que du coup, c'était en fait les gens ils regardent et puis ils passent. C'était naturel. Et bah ouais. Ok. Essayez, c'est bien. Et du coup, avant que je passe à mes dernières questions plus rapides, un peu des fire questions, la question en fait que je contourne et qui pareil est peut-être maladroite, mais ton accident dont on a peu parlé, dis-moi si évidemment tu veux qu'on en parle plus, est-ce qu'il finalement il t'a donné confiance en toi ou il t'a enlevé de la confiance en toi? Comment il s'articule cet événement est-ce que tu as beaucoup appris, est-ce que tu as beaucoup gagné paradoxalement de cette expérience-là ou tu aurais pu t'en passer en termes de confiance en soi? Je sais pas si la question est claire. Je pense que l'accident a été à la fois un catalyseur et un accélérateur d'énormément de choses en moi. Ok. J'ai perdu forcément beaucoup d'insouciance. Voilà, l'insouciance qu'on a quand on a 27 ans et qui se déconstruit au fur et à mesure des années et qu'on perd totalement quand on a des enfants. Et à la fois, ça m'a fait gagner du temps, peut-être en fait, c'est pour ça que je dis accélérateur, sur de la maturité et une sorte d'acceptation de celle que je suis aujourd'hui que j'avais pas forcément à 27 ans. Ok. Un accélérateur, c'est très clair. Ouais, normalement, la confiance en soi qui s'acquiert, on va dire, au fur et à mesure du temps, avec les expériences, les gens qu'on rencontre, bah moi, ça s'est fait, boum, brutalement, parce que j'ai pas eu le choix, parce que j'ai été face à ça, parce que j'ai dû être forte, parce que... Et donc, tout de suite, tu vois ta vulnérabilité, mais là, tu vas prendre confiance en toi, là, tu vas essayer d'aller piocher à droite à gauche, tu t'organises, tu fais ta petite cuisine, et puis, du coup, tu en apprends beaucoup sur toi. Et moi, j'ai surtout compris que
avoir eu confiance en moi au moment où j'en avais le plus besoin, bah, ça m'a peut-être sauvée, encore une fois. Bah, c'est ce qui m'a fait remarcher, c'est ce qui m'a fait faire les jeux. Et donc, je pense que même au début, si c'était pas gagné et que j'y croyais pas moi-même, cet élan, Cet élan, voilà, c'est vraiment ça. c'est l'élan qui Ouais, compte. c'est trop beau, un élan. Et en tout cas, c'est l'expérience personnelle Ouais. dont je peux témoigner, ouais. Et c'est très inspirant sur la confiance en soi. Il faut peut-être pas chercher la destination, je sais pas si on la Ouais, trouve, mais juste l'élan. ouais. En fait, plus avoir confiance en Avoir soi, l'intention déjà. avoir l'intention d'avoir confiance en soi, Ça c'est nous a déjà besoin. tout. Ouais. Très, très inspirant. Et avant ces questions finales, parce que j'ai aussi envie qu'on ait confiance dans le futur et qu'on ait un espace pour en parler, sur la sécurité routière, qu'est-ce que tu as envie que les gens, parce que peut-être mes auditeurs sont pas exposés aux médias dans lesquels tu parles, c'est quoi le message que tu portes et ce combat que tu veux qu'on ait tous en tête, si tu devais me le... Un combat important de sécurité routière qui nous concerne tous. Je me bats pour qu'il y ait la fin du permis de conduire à vie. Aujourd'hui, en France, on est un des rares pays à avoir le permis de conduire illimité jusqu'à sa mort sans aucun contrôle médical. Et depuis l'accident dont j'ai été victime et tous les autres accidents malheureusement qu'il y a eu par la suite, je me bats effectivement pour que notre gouvernement s'empare de cette problématique et qu'on puisse repasser une visite médicale tous les 15 ans et ensuite avec une fréquence plus régulière à partir de 70 ans. Parce que on n'est pas tous égaux, malheureusement. On a des inaptitudes temporaires, permanentes, des maladies, les capacités cognitives, physiques, sensorielles qui peuvent baisser aussi avec l'âge. Et c'est pas un gros mot de le dire. Et à côté de ça, il y a des personnes, je le dis toujours, il y a des personnes de 80 ans qui sont très aptes à conduire versus des gens, malheureusement, qui ont une maladie dégénérative à 50 ans. Donc là encore, on n'est pas tous égaux et que simplement, c'est une deuxième ceinture de sécurité, si je puis dire, de repasser un petit test médical. Et là, ça fait 7 ans que je me bats. La bonne nouvelle, c'est que ces dernières semaines, le Parlement européen a imposé aux pays membres de prendre ces dispositions pour mettre en place ces visites. Donc la France, elle a 3 ans pour mettre en place les visites médicales. Mais là encore, c'est un long combat parce qu'il faut convaincre énormément de monde, notamment dans le milieu politique. Et ça dépend pas de moi, malheureusement. Donc c'est quelque chose parfois qui m'échappe. Mais là encore, tu vois, on peut parler de confiance. Moi, j'ai une confiance inébranlable depuis le début dans le fait qu'on y arrivera et qu'un accident comme le mien pourra être évité dans quelques années. Voilà, si une seule personne avait arrêté de conduire. Et là, j'aurais réussi ma mission. Et là, quelque part, je serais en paix quand il y aura plus d'accidents de cette nature-là. Est-ce qu'on peut signer des pétitions en attendant? Est-ce qu'on a un rôle à jouer ou malheureusement, nous, civils... N'importe quel soutien est le bienvenu. Aujourd'hui, avec Florène, qui, elle, a perdu sa maman dans des circonstances similaires, on a monté un collectif qui s'appelle Sauver des vies, c'est permis. Je mettrai sur les réseaux. Et voilà, où chacun peut apporter son témoignage. Le mot est savoureux. Sauver des vies, c'est permis. Je trouve qu'il est pas mal. Parce que c'est la réalité. Et voilà, mais aujourd'hui, c'est plus un combat politique, même si toute la force qu'on peut nous apporter, moi, dès que je reçois un message qui me dit Force Pauline, ça me fait un bien fou parce que c'est très fatigant. C'est bien noté. On finit avec des petites questions. Qu'est-ce qui est mieux qu'avant 2018 aujourd'hui? Attends, faut que juste un truc ou... Un truc, question rapide. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses. Tu as 2 filles, tu as fait beaucoup de choses. Mais c'est ça, faut choisir, quoi. Ce sera un truc. Bah... Les questions rapides, c'est la torture. Être mère. Ok. Qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui? Être mère. Qu'est-ce que tu dirais à la Pauline de 10 ans? Ça va bien se passer, meuf. T'inquiète pas, ça va aller. Qu'est-ce que te dirait la Pauline de 60 ans aujourd'hui? Mais tu allais 10 fois trop vite, ma vieille Pauline. Calme-toi, pose-toi. Calme-toi. De quoi le handicap t'a rendu capable et que tu ne soupçonnais pas? De danser avec une jambe, voilà. Voilà, danser avec une jambe, c'est quand même quelque chose de fou, quoi. Je suis sûre que c'est très beau à voir. Qu'est-ce que tu aimes chez toi? Qu'est-ce que tu trouves beau chez toi? Ma blessure de guerre. Maintenant, j'ai une petite cicatrice. Oh, elle est trop belle. Qu'est-ce que tu aimes chez les autres? Le regard. En quoi as-tu confiance? En la vie. En qui as-tu confiance? J'hésite entre 2 personnes. Tu peux dire 2 personnes. Ma mère et Tiffany. Ton plus grand rêve aujourd'hui? La médaille, toujours?
Ouais, être heureuse quand même, de manière générale. Parce que la médaille y participera, mais être heureuse. La question qu'on ne te pose pas, qu'on ne te pose jamais et que je devrais te poser là. Fais mon travail mieux que moi. C'est énorme ces questions. Euh... Attends. C'est Là, tu dur. peux prendre du temps. Ouais, Vas-y, je prends un montage. Ouais, t'inquiète pas, réfléchis. Non, c'est beau le silence, on a dit. Ouais, Donc, t'as raison. c'est un peu de silence. Moi, tu pourrais me demander comment ça va en ce moment. Et ben, comment ça va en ce moment, Pauline? Est-ce que ça va? Est-ce C'est que comme ça Léa va? Salamé. Oui, ça va. Écoute, j'ai envie de te dire, la vie donne les plus durs combats, c'est plus solide soldats. Bah, tu me fais mes transitions, Pauline, parce que ma dernière question, c'est que tu dis tout le temps que le combat continue. Ouais. Et moi, j'avais envie de savoir si tu penses que la vie, s'aimer, mais surtout avoir confiance en soi, c'est un combat de chaque minute. Ce sera ma dernière question. Totalement. Moi, je pense que après, on met ce qu'on veut derrière le mot combat. Il y en a qui le voient comme un truc militaire, la guerre, la lutte. Moi, je vois ça plutôt comme une métaphore. Un combat, c'est ouais, il y a une sorte, oui, de lutte en permanence, mais un combat sympathique, nécessaire, comme une piqûre de rappel, pour ne jamais oublier la chance qu'on a d'être en bonne santé, d'être sur deux jambes, avec deux bras, la tête qui fonctionne. Moi, c'est ce que mon drame entre guillemets m'a appris, c'est de me sentir privilégiée et de trouver ça dommage finalement de le réaliser que lorsqu'il y a quelque chose de grave qui arrive. Et je pense qu'il ne faut pas attendre que quelque chose de grave arrive, qu'on perde quelqu'un qu'on aime, pour se dire j'ai de la chance, je profite de la vie, j'ai envie d'être heureuse, je m'aime. Tout ce genre voilà, de leitmotiv qu'on devrait tous avoir. Donc voilà, il faut toujours garder ça en tête. Merci pour cet élan. En fait, vraiment, cette idée d'élan de confiance en soi, je pense que ça va inspirer beaucoup de monde. Alors, je te remercie. Et alors, préparez-vous parce que ce que vous ne savez pas de Pauline, parce que c'est une femme vraiment pleine de surprises, c'est qu'elle est aussi, il y en a vraiment qui en prennent beaucoup par rapport aux autres, elle est aussi musicienne. Elle chante divinement bien. Elle aurait pu décider de faire Eurovision 2025, mais il fallait choisir, donc c'est tombé sur les JO. Et donc, elle va nous chanter une petite chanson. Mais en tout cas, je vous remercie de nous avoir écoutés. Et merci beaucoup, Pauline. Merci à toi, du fond du cœur. The world was on fire, no one could save me but you. Strange for desire, make foolish people do. I've never dreamed that I met somebody like you. I've never dreamed that I met somebody like you. No, I wanna fall in love. No, I wanna fall in love with you, with you, with you. Ooh. What a wicked game to play to make me feel this way. What a wicked thing to do to make me dream of you. What a wicked game to play. You never felt this way. What a wicked thing to do to make me dream of you. No, I wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you, with you, with you.